Hello, Captain here. Eh bien, nous voici au chalet à 2108 mètres, 2108 mètres d'altitude, tout en haut des pistes de la station des Angles, qui est plus ou moins inclus quand même dans tout ce système de montagne du Donezan et du Cap-Cyr, avec des énergies très très hautes, avec une meute de loups aux carlites, avec des ours, avec beaucoup de choses, beaucoup de nature formidable et pas beaucoup d'humains, sauf ceux qui viennent aux pistes de ski, mais qui généralement amènent une ambiance quand même un peu assez sportive, joyeuse, etc. Il y a une très belle ambiance dans ce genre d'endroit, donc c'est bien. Alors, on va continuer la série Siragusa. Hein? Alors, on continue avec des textes ici sur Siragusa. On améliorera le son une autre fois. J'attends de recevoir un micro pour smartphone. Z-Phone. Ouais, Z-Phone. Ouah, ça puire. Bah oui. Si vous voulez, on est obligé d'utiliser ces machins-là. Plus facile à transporter, etc. Je ne peux pas emmener un appareil photo ici. Et si on se casse la figure dans les pistes, on risque de l'abîmer. Donc on emmène le petit phone, quoi. Donc il y aura bientôt un micro cravate qui va nous donner un son quand même meilleur. Alors, on continue sur Siragusa. C'est des contacts physiques qui sont passés dans les années 60, hein, mais c'est toujours valable, tout ce qui se dit dedans, toujours valable aujourd'hui plus que jamais. Alors, une autre expérience de Siragusa, qui se rend à nouveau sur l'Etna. Sur son chemin, il y a deux êtres, hauts de 2,15 m, portant des casques et une ceinture lumineuse. On reparlera toujours encore de cette ceinture que portent tous les frères et sœurs de l'espace. Tout le monde les a, y compris Samiasi et Pléiades. Un cylindre de 3 mètres de haut, avec une petite porte, fait la jonction entre la soucoupe et la Terre. C'est-à-dire que là, en antigravitation, se trouve donc 3 mètres plus haut, hein, une navette du vaisseau Crystal Bell. Et le cylindre a servi aux frères de l'espace pour descendre devant Siragusa. Donc ils l'attendaient, ils attendaient Siragusa. Les deux extraterrestres se présentent comme étant Woodok et Link, venant de la planète Metaria d'Alpha du Centaure. Ils viennent lui remettre un message d'Ashtar et d'Ithakar. Ils doivent envoyer des lettres pour faire arrêter les essais militaires de toutes armes sur la Terre. 2 ans plus tard, un autre contact de Siragusa, il peut pour la première fois enfin faire un tour en soucoupe ou en navette, de la même façon que l'ont fait les contactés physiques Georges Adamski, Howard Menger, Daniel Fry, Oscar Magossi et tellement d'autres. Alors il va donc faire un tour dans ces navettes qui font 30-40 mètres de diamètre. Et il va rencontrer des humains. Par exemple, il va rencontrer le mécanicien italien Luciano Galli de Bologne, contacté par les Vénusiens depuis 1957. Et il aura des nouvelles plus tard de ce Luciano Galli quand il reviendra donc sur la Terre. Siragusa aura entre 1962 et 1978 au moins 19 contacts rapprochés avec les extraterrestres. Et presque à chaque fois, il sera obligé d'écrire des messages aux chefs d'État du monde, qui les ignorent d'une manière générale et absolue. Bon, je vous donne maintenant encore notre message.
qui a été transmis à Eugenio Siragusa sur le mont Manfrey, qui est un mont sur l'Etna, et qui, comme d'habitude, était apporté par une navette du vaisseau des étoiles Crystal Bell. Et très souvent, le message vient, celui-là en particulier, vient d'Ashtar et Ithakar, qui sont le capitaine et le premier officier du vaisseau des étoiles Crystal Bell, avec lequel je suis également en contact et que je photographie assez régulièrement en infrarouge. Donc un message important d'Ashtar et de Ithakar. Frères de la Terre, nous voyons tant d'enfants de la Terre qui pourraient être heureux comme le sont les nôtres, mais tous les hommes responsables et tous les autres qui les suivent et collaborent à édifier la monstrueuse hégémonie du mal ferment à ces innocentes âmes le sentier d'un destin heureux, sain et radieux. Alors, recherchez ici, on essaiera de redonner ça, toutes les informations sur cette horreur absolue qui est le kidnapping de dizaines de milliers, de centaines de milliers d'enfants aux États-Unis, en Europe, partout, et qui servent au sacrifice rituel satanique de l'élite. Revoyez la condamnation du pape, du chef des Jésuites, de l'évêque de Canterbury et de tous les noms qui dans ce procès ont été amenés et qui faisaient le lien avec tous ceux qui participent à ces rituels dans les familles royales, les hommes politiques et tous ceux qui dirigent la planète basiquement. C'était une note. Nous reprenons dans ce que disent Ashtar et Ithakar. Tout ce qui nous est donné de voir, c'est un spectacle désolant qui décourage notre esprit, un spectacle effroyable qui arrache à nos cœurs un gémissement de douleur, de grande douleur. Des enfants qui meurent de faim, de maladie, pendant que la richesse de la nature est absorbée par vos œuvres de destruction et de mort. D'immenses richesses au service du mal et le travail humain qui est gaspillé dans l'édifice d'une société assoiffée de sang et de vice, de volonté guerrière, d'un impérieux besoin de conquête, de domination, de haine. Ces hommes, et ils sont nombreux, n'ont pas voulu comprendre, car ce qui arrive et arrivera sur la terre n'est qu'un poignant avertissement que le ciel adresse à la terre par la suprême volonté divine. Leur surdité allergique rappelle de l'universelle justice, se rappeler les lois universelles du jugement, etc. Leur surdité éloigne toujours davantage l'espoir d'une possible relation pacifique entre l'humain et le divin, entre le salut et l'apocalyptique intervention de la divine et éternelle loi du Radiant 1, les lois dont on parle, et dont je parle de plus en plus. Nos multiples avertissements, appuyés par de spectaculaires interventions, qui sont encore cachées à l'humanité, sont tombés dans le vide d'une insensibilité obstinée, d'une crainte injustifiée et inexistante d'on ne sait quoi. Nous contrôlons la Terre depuis des centaines de milliers d'années, et si nous avions voulu la conquérir, nous l'aurions fait, lorsque les hommes nous accueillaient comme des anges descendus du ciel. La vérité est que les tragiques événements qui se succèdent dans chaque partie du monde devraient inciter à comprendre la volonté du Radiant 1. Il devrait vous inviter à comprendre que ce qui arrive n'est qu'un prélude à des événements encore plus décisifs et de portée mondiale. Un message donc toujours d'actualité mais des années 60. Les événements encore plus décisifs et de portée mondiale sont ceux qui se déroulent en ce moment même. Si tous les hommes de la Terre s'unissaient en paix et dans un réciproque amour fraternel, tel qu'on le voit dans le mouvement de liberté aujourd'hui, pour démolir la haine, l'orgueil et les solides barrières qui les séparent et qui les empêchent de se rapprocher les uns des autres dans une nouvelle société, libérés des complexes de race et de religion, animés par la nécessité de se mieux connaître et de s'employer au bien commun, bien des choses changeraient et beaucoup de bien jaillirait pour toute l'humanité de cette planète si malheureuse. Si toutes les immenses richesses que vous offre la nature et que la lumière des cieux renouvelle étaient utilisées avec conscience, sagesse et science pour les besoins de la vie des peuples et de ses nécessités évolutives, matérielles et spirituelles,
La source de vie se réjouirait de votre œuvre, inondant de lumière céleste créatrice, de profonde allégresse la vie des présents et des futurs. Plus d'instruments de guerre et de destruction, plus de larmes, de douleur, de mort, mais l'amour, paix, justice régnerait sur votre monde, si dans le cœur de ces fils de la perdition, alliés, dégénérés, des démons sanguinaires, reptiliens, archons et chefs dracos. C'est moi qui ai rajouté ces mots précis. Faisait prévaloir l'amour envers le prochain et l'obéissance aux lois du Radiant 1. Eh bien, les êtres de la Terre pourraient devenir des maîtres de la vie éternelle, c'est-à-dire vivre toujours comme les frères de l'espace sur les autres planètes qui ne connaissent pas la mort. En 1950, au-dessus de la mer du Japon, 2 chasseurs soviétiques attaquèrent avec leurs armes de bord un de nos appareils. L'un d'entre eux se dirigea vers nous et ajusta toute sa batterie contre un de nos véhicules. Nous avons alors été contraints d'employer contre eux une force dissociative. L'appareil, qui avait été suivi de près par l'équipage d'un navire marchand nippon, tout au-dessus de la mer, pendant la phase d'attaque, cet appareil, ce chasseur, resta alors un moment suspendu en l'air, puis vibra fortement et se désintégra. Ce fut un enseignement très dur que nous n'avions jamais voulu donner, mais que nous avons été contraints d'accomplir pour faire comprendre à l'aviation soviétique que notre véhicule n'était pas un véhicule terrestre. Il nous fallait en outre faire la démonstration scientifique de notre présence et de notre désapprobation sur la décision déjà prise d'un bombardement sur la Corée du Nord. Ça se passait au moment des événements de Corée. À la suite de cet incident, à la fois des décisions ont été prises du côté soviétique, mais également américain. C'est ainsi que de nombreux généraux américains se rétractèrent sur la décision si grave qu'ils avaient prise dans un premier temps. Mais pour reprendre notre argumentation, l'antimatière est une énergie capable de dissocier toute masse hostile ou menaçante. Vos savants font des efforts importants pour arriver à conquérir cette prodigieuse technique. Note, on mettra à part le délire de ces pseudo-savants qui jouent avec ces forces dans le fameux CERN, accélérateur de particules, où ils ont fait des brèches et l'espace-temps, et d'où des démons sont sortis justement du monde des archons et ont envahi une partie de la France par justement tous les tunnels qui viennent du CERN et qui ont des centaines de kilomètres. Et ces démons viennent bien entendu posséder toutes les forces de répression que l'on voit actuellement. Il faut comprendre ça. Les Russes sont très près de cette possibilité au niveau de l'antimatière qui, selon nous, éloignera définitivement la fabrication et l'emploi de l'énergie nucléaire, extrêmement périlleuse pour l'avenir du système solaire. Cette nouvelle science devrait en outre servir à éliminer le spectre de la guerre et réaliser l'équilibre nécessaire pour attendre ce temps proche, espérons-le, où l'union de tous les peuples de la Terre en une seule grande communauté sera possible. C'était Ashtar Yitakar du vaisseau Crystal Bell. On remet photo de Crystal Bell et portrait de ses frères de l'espace. Ok, Captain here. On va continuer Siragusa un peu. Aujourd'hui, vent fort, très froid. Eh bien, on monte à pied dans les œufs, on reste au chalet à 2108 mètres et on fait des vidéos. Voilà. Good for you, good for you. Et puis en même temps, on se fabrique du globule rouge. J'ai déjà expliqué. Quand on est en montagne à plus de 2000 là par là, et ben, le corps fabrique du globule rouge pour amener plus d'oxygène. Et après ça reste pendant pas mal de temps. Si on y est souvent, si on reste un moment à cette altitude. Alors on va terminer la vidéo de Siragusa au sujet de
des vaisseaux spatiaux, que j'appelle vaisseaux spacieux. Ben oui, parce que j'ai été à la NASA à Houston et j'ai vu les engins, les boîtes de conserve dans lesquelles cosmonautes ont voyagé. Pauvres malheureux. Mais c'est incroyable ça. C'est encore plus petit que les cages à lapins des HLM. Qu'est-ce que c'est ça? Puis tout ça pour faire une opération de public relations, on appelle ça, relations publiques, hein, pour faire croire au peuple de la Terre des tas de trucs, pour les amuser, hein, pendant que, eh bien, l'élite traficote avec les grilles, construit des bases depuis les années 60, partout sur Terre, sur la Lune, sur Mars, et que des vaisseaux terriens, technologie gris et compagnie, se baladaient déjà dans les années 60 vers la face cachée de la Lune, vers Mars, etc. Donc l'opération NASA étant une sorte d'enfumage pour amuser les gens, quoi, pour leur cacher le fait que eh bien, sur la Terre, il y a des technologies extrêmement avancées, données par des extraterrestres qui ne sont pas les bons, et puis que c'est utilisé par l'oligarchie, voilà. Oui, revoyez des vidéos, des informations de Laura Eisenhower, l'arrière-petite-fille du général et président Eisenhower, à qui on a proposé d'aller travailler avec une bonne place dans les bases de Mars, hein, du programme spatial SSP, là, secret, avec des centaines de milliers de travailleurs forcés. Les films Total Recall, hein, le premier, ouais, ça existe. Alors, Laura, que j'ai rencontré au congrès UFO mondial de Montserrat en Espagne, en 2017, eh bien, elle a dit non, allez vous faire voir. Moi, je ne vais pas dans votre truc. Je ne travaille pas à des projets comme ça, cachés à l'humanité, et puis en plus avec des choses horribles qui s'y passent, y compris les super soldats, même les Robocop. Ah ben mon vieux, eh ouais. Elle dit au contraire, moi je vais dévoiler tous vos salades. Voilà. Bon, alors ça c'était pour l'histoire des vaisseaux spatiaux. Alors vous voyez maintenant un peu les vaisseaux des frères de l'espace qui ne marchent pas du tout pareil que les vaisseaux du SSP. Alors si vous regardez les vidéos d'OVNI hein, sur internet, la moitié sont absolument moches et horribles. Oui, l'espèce d'engins absolument horribles qui n'ont rien à voir avec les frères de l'espace. Hein. Plus de la moitié sont des vaisseaux du SSP, hein, programme spatial secret. Alors c'est pas la peine de faire le buzz en disant ah, nouvelle vidéo d'OVNI de telle année, regardez, compilation, tout. La plupart ce sont des vaisseaux des terriens militaires avec technologie gris et compagnie. Et puis une grosse partie des autres, ce sont les gris eux-mêmes. Alors, vous n'allez pas avoir beaucoup de fréquences intéressantes avec tous ces ovnis. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont des notes. Quelques-uns, vous voyez bien, vous sentez la fréquence, c'est à vous de voir. Vous sentez la fréquence, si c'est bon, les couleurs, si c'est sphérique, si c'est doré, si les disques sont dorés, hein. Argenté, c'est pas mal aussi des fois. On voit bien s'il y a une bonne lumière, fréquence qui en vient. C'est à vous de voir tout ça. Allez, un petit tour dans les vaisseaux de chez nous, avec des informations données par les frères de l'espace, basiquement données à Eugenio Siragusa, par les pilotes des vaisseaux hein, qui l'emmenaient de temps en temps. Alors voilà ce que les pilotes, les techniciens et tout ça des vaisseaux disent.
L'énergie lumière et l'énergie magnétique sont des carburants prodigieux qui permettent à nos vaisseaux spatiaux de sillonner l'espace à des vitesses bien supérieures à des millions de kilomètres à l'heure. Également, on a vu dans tous les contacts physiques que tous les vaisseaux fonctionnent avec des cristaux. Un peu comme dans Star Trek, hein, les cristaux de lithium de Star Trek. Il y a des cristaux aussi qui sont dans chaque petite soucoupe, navette, grand vaisseau, etc. Évidemment, des cristaux plus gros. Les frères de l'espace travaillent avec des cristaux. Hein. Ils vont même en chercher dans les Himalayas, les téléporter, et puis les remettre à d'autres endroits de la Terre après avoir fait des choses dessus. Ils bossent bien avec les cristaux, y compris les cristaux géants. Siragus a dit, j'ai obtenu par les 3 pilotes qui formaient l'équipage d'un aéronef d'un diamètre de 12 mètres environ, c'est un petit là, une explication sommaire sur la nature constitutionnelle de la matière étonnante avec laquelle ils fabriquent leurs engins volants, ainsi que le fonctionnement d'appareils très élaborés qui se trouvaient à droite de la salle des commandes à côté d'un très grand écran vidéo. C'est ce qu'ils m'ont dit. Notre engin volant, ce que vous appelez OVNI sur la Terre, est construit dans un alliage métallique encore inconnu sur votre Terre. Depuis longtemps, notre science peut atteindre, grâce à un procédé très perfectionné, d'élaboration de certains métaux non connus sur votre planète, bien sûr des métaux qui viennent d'ailleurs, un degré de pureté absolue. Alors, petite note là de moi, il y a des planètes du système solaire et d'autres constellations de notre Voie lactée qui sont de grands spécialistes de construction de vaisseaux spatiaux. C'est pour ça que nous avons dans les récits des contactés, Adamski, Fry, Menger, Magossi, etc., nous avons souvent les pilotes qui disent, ben voilà, c'est un vaisseau vénusien, construction saturnienne, Métaria, etc. Et les équipages étant mixtes. On ne répétera jamais assez que dans la flotte intergalactique de la Confédération des Planètes Unies, Confédération de Lumière, il y a un mixage et une mixité de tous les équipages qui viennent de multiples systèmes stellaires. Donc dans la flotte, on n'est pas du tout dans le trip et le buzz de dire ah ben c'est nous qu'on vient d'Arcturus, c'est nous qu'on vient de tel machin, de telle étoile, c'est nous, on vient sauver la Terre. Ils doivent rigoler quand ils voient ça sur des écrans audio, ce que disent les gens sur la Terre, ils doivent rigoler les frères de l'espace. C'est comme s'ils voyaient des gosses qui jouent au billes dans la cour de l'école. Ah, ils jouent plus au billes aujourd'hui, ils jouent avec un petit smartphone. Eh ben, c'est bien, ça va leur griller le cerveau, impeccable. Bon, j'ai fini mes petites notes, hein, vous voyez bien que c'est pas le même style que quand c'est les frères de l'espace qui parlent. Moi, ben oui, je suis aussi un frère de l'espace, mais incarné sur Terre. Voilà. Ah bon, ben oui. Moi, je veux voir les frères de l'espace, moi. Ben oui, mais il y en a plein qui sont incarnés sur Terre, des frères de l'espace. Vous pouvez les rencontrer comme ça, physiquement, être avec eux, parler avec eux, tout ça. Allez vous promener avec eux. C'est tout. Capiche? Capiche? Nous, continuons. Les pilotes de notre flotte, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est par le processus de dissociation de l'énergie adhésive de ces éléments que nous pouvons atteindre une très haute température de fusion, tout à fait exceptionnelle, méthode naturelle, hein, qui n'a rien à voir avec l'énergie atomique, et ainsi obtenir aussi, pour fabriquer l'alliage, obtenir cet alliage très dur, résistant aux plus hautes températures et aux chocs les plus forts. Hein, c'est ainsi que sont fabriqués les matériaux pour les vaisseaux spatiaux, encore une fois, construits sur diverses planètes, avec chaque fois des différences entre eux. En revanche, le processus inverse du premier, c'est-à-dire le processus d'association que nous obtenons par injection d'un très fort potentiel d'énergie magnétique,
permet de porter à la perfection les qualités de dureté, de résistance et même de transparence de cet alliage particulier. Certains de ces métaux remplacent parfaitement le verre et offrent en outre une sécurité absolue. Hein? C'est ainsi que souvent dans les navettes, bien sûr, il y a des sortes de hublots, grandes vitres et tout ça, qui sont faites dans un métal qui est transparent comme le verre. Maintenant, nous avons une force, ce que vous utilisez comme carburant sur Terre, une force qui permet à nos véhicules de se propulser dans l'espace et qui est produite par deux sources d'énergie, lumière magnétique. Nos vaisseaux d'exploration qui opèrent dans vos espaces planétaires, les vaisseaux d'exploration sont les petites navettes, 12 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 pour les grandes sphères. Ensuite, le vaisseau d'évacuation que j'ai photographié dans les montagnes, ici, par là-bas, 300 mètres de diamètre, on considère ça comme petit. Donc, nos vaisseaux d'exploration qui opèrent dans vos espaces planétaires sont transportés à l'intérieur de vaisseaux spatiaux ou vaisseaux mers garés dans l'espace galactique, c'est-à-dire système solaire et autres. Ces derniers peuvent atteindre un diamètre de 2000 mètres, 2 km de long. D'autres fuséiformes une longueur de 300 à 3000 mètres. Et encore là, on parle des petits vaisseaux mers qui sont en orbite autour de la Terre et de notre petit coin là, du système solaire. Ces vaisseaux spatiaux, pourtant vaisseaux mers, peuvent transporter à l'intérieur de leurs containers spatiaux de 200 à plusieurs milliers d'aéronefs de tailles diverses, les navettes, quoi. C'est tout à fait comme Star Trek, le hangar des navettes. Certains d'entre eux, entrevus par les terrestres, ont la caractéristique également de se déplacer dans un milieu liquide, voire même visqueux, sans la moindre difficulté. Ce sont les vaisseaux que les bateaux, les pêcheurs voient sortir des océans et rentrer. La flotte ayant des bases sous-marines également, où on travaille avec les dauphins, les baleines, etc., dans les communications avec les autres systèmes. Il y a également des vaisseaux fuséiformes, souvent des vaisseaux mers. C'est pour ça que vous avez appelé cette catégorie d'engins les cigares. Au début de l'étude des ovnis, on appelait ça le cigare des nuées, parce que souvent les cigares, quand ils descendaient dans l'atmosphère, les cigares de petite taille, créaient une sorte de ionisation qui fabriquait du nuage autour. Ça se passe également pour d'autres vaisseaux, ou ceux-là qui peuvent éventuellement faire ce qu'on appelle les UFO clouds, c'est-à-dire les nuages lenticulaires, bien que la plupart sont créés par des méthodes naturelles. Pour avoir une idée si c'est un vaisseau qui l'a créé, il faut vraiment que le nuage lenticulaire aille dans le sens contraire de tous les autres nuages, ou qu'il ne bouge pas alors qu'il y a un vent épouvantable autour. L'activité combinée de l'énergie magnétique, de l'énergie lumière et des éléments atomiques, parce qu'ils utilisent des éléments des atomes, mais sans les casser, comme sur les méthodes de radioactivité sur Terre, qui sont en permanence dans l'espace et qui est à l'origine de ce mode de propulsion exceptionnel, nous permet de nous déplacer aussi bien dans les espaces interplanétaires que intergalactiques. Les vaisseaux que nous dirigeons, que nous pilotons, sont toujours entourés d'un tourbillon d'énergie magnétique. Ce mouvement continu assure à nos véhicules une protection totale contre les projectiles de rencontre, soit des corps célestes dans des systèmes stellaires, soit les attaques des chasseurs, des idiots militaires sur Terre, qui participent au SSP. Là. Alors, donc, ce mouvement continu de tourbillon d'énergie magnétique assure au véhicule un parfait état antigravitationnel, que ce soit dans l'espace ou dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, c'est ce qui crée souvent donc
une sorte de nuage ou de halo autour. Et souvent, donc, nos vaisseaux se cachent dans les nuages. Pour les voir, il faut avoir des connexions spéciales. Moi, je ne les vois pas, mais j'ai comme un flash, quoi. Je peux savoir où ils sont. C'est que je peux les photographier. En effet, par l'absence de pesanteur, l'objet serait disposé à suivre la fluctuation de l'énergie lumière qui se condense autour des ailerons circulaires terminaux, autour du vaisseau. L'énergie magnétique qui se déplace continuellement autour de l'axe magnétique de l'aéronef, voir les plans des soucoupes vénusiennes style Adamski. Ceci assure donc au véhicule un parfait état d'impondérabilité et provoque en outre l'excitation des éléments extérieurs qui dirigent de nouveau un flux continu d'énergie-lumière vers les ailerons condensateurs. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui demandent toujours « Mais comment ça marche, les ovnis, tout le temps? Mais je voudrais bien savoir. » Ben voilà. Si vous ne comprenez pas, ben oui, ben c'est de la science extraterrestre. Et j'ai déjà dit, je crois, dans des vidéos, que la science de 5e dimension commence où s'arrête la science de 3e dimension. Donc, tous nos scientifiques de 3e dimension, ils devraient changer de boulot, parce qu'ils sont périmés, quoi, au jour d'aujourd'hui. Voilà. Surtout avec le SSP, qui utilise des technologies extraterrestres de 4e dimension. Donc, la science de 3e dimension... D'ailleurs, Tesla, il faisait de la science de 5e dimension, lui. Il n'a rien à voir avec les scientifiques de 3e dimension. Des instruments spéciaux nous permettent de diriger le flux de l'énergie-lumière condensée dans la direction voulue et avec une intensité de force projective calculée selon la vitesse désirée. C'est bien, c'est scientifique tout ça. Lorsque le flux a atteint la valeur énergétique demandée, l'aéronef s'entoure alors d'une vive couleur argentée. Alors, les vaisseaux que vous voyez avec des couleurs, c'est pas la couleur du métal du vaisseau qui a eu... sur Saturne, on a mis une peinture voilà, dorée bleue. Non, c'est pas ça du tout. C'est le fonctionnement énergétique du vaisseau qui crée une lumière autour. Alors, pour beaucoup des navettes forme soucoupe volante, ça donne une lumière argentée. De la Terre, vous avez peut-être vu certains de globes lumineux et colorés traverser le ciel à une formidable vitesse, ou rester suspendus, comme dans mes premiers contacts à 18 ans, à la frontière Belgique-Luxembourg-France, près de Longwy. Cette gamme différente que vous avez pu remarquer de couleurs autour soit des navettes, soit des sphères, est en réalité provoquée par le frottement du tourbillon magnétique contre la couche des éléments atmosphériques. Ça explique que pour les sphères, elles changent de couleur. Les grands vaisseaux sphériques que je prends souvent par ici, là, dans tout ça, en infrarouge. Quand on les voit physiquement avec les yeux, eh bien, on peut les voir avec des couleurs rouge, orange, jaune. Les couleurs changent en fonction justement de l'énergie utilisée ou des évolutions de l'objet. Okay. C'est le frottement des énergies magnétiques contre les éléments atmosphériques qui crée ces changements de couleur. Il est vrai que lorsque l'accélération atteint un très fort potentiel de projection, notre véhicule pour votre activité visuelle devient invisible. Par contre, la pellicule photographique, très sensible aux rayons ultraviolets, c'était le cas pour mes premières photos qui ont été examinées au Centre national d'études spatiales de Toulouse, le programme spatial français, c'était fait sur une pellicule
Hein, c'est une pellicule qu'on appelle argentique. Donc ça peut enregistrer l'impression du véhicule qui est invisible à l'œil nu. Le même phénomène se produit avec la technologie photo digitale, tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide. D'accord. Le système des numérisés, les pixels et tout, peut parfois capter donc aussi les vaisseaux invisibles, même s'il n'y a pas de négatif argentique. Mais lorsque le véhicule ralentit, le flux d'énergie-lumière s'atténue et vous pouvez alors parfaitement voir nos vaisseaux spatiaux. Okay. Quant aux positions que peuvent assumer nos aéronefs, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, ils se mettent dans toutes les positions, vous savez bien, angle droit, enfin tout ce qu'on veut, nous permettent dans tous les cas de voyager dans de parfaites conditions de confort. Il existe dans chacun de nos appareils, du plus petit au plus grand, les mêmes caractéristiques mécaniques des corps célestes. Dans l'aéronef, nous évoluons en complète liberté comme dans notre maison. Ils ont des maisons sur une autre planète, bien entendu, mais pas des buildings modarcons, pas du tout. Et dans les vaisseaux mers, nous nous déplaçons librement, comme à l'intérieur d'une métropole, ce sont de véritables villes, même si la vitesse atteint des pointes fulgurantes que vous ne pourriez même pas évaluer au niveau actuel de vos connaissances scientifiques. Ouais. Alors, les vitesses, les durées de voyage diffèrent grandement. Hein. Un vaisseau mer de 2000 mètres de diamètre, 2 km, couvre des distances de quelques minutes entre les planètes, quelques heures avec des systèmes, ou alors si on accélère encore tout, ça va beaucoup plus vite pour aller dans l'espace intergalactique, galaxie, mais auquel cas il faut quand même des vaisseaux mers un peu plus gros. Nous pouvons même, si la nécessité l'impose, voilà, réduire ce délai par l'utilisation de vaisseaux spatiaux de type MN qui sont conçus spécialement pour les voyages galactiques. Où là, ça va encore beaucoup plus vite, on ne parle même plus de vitesse de la lumière, puisque la technologie dans notre flotte est la technologie de résonance. On se met sur la fréquence de résonance d'une planète particulière où on veut aller, ou d'une étoile d'un système stellaire, même dans une autre galaxie, et on met le véhicule, l'aéronef, sur la même fréquence. Ce qui fait que ça courbe l'espace-temps et qu'il y a un voyage extrêmement rapide, même parfois instantané. Voilà, ben c'était un petit point sur les vaisseaux spacieux, donnés par les pilotes à Eugenius Siragusa. Mais Georges Adamski en a parlé aussi, hein, il donne des explications aussi sur le fonctionnement des vaisseaux spatiaux, hein, dans les livres de Georges Adamski. Allez les chercher, hein. En particulier Georges Adamski à l'intérieur des vaisseaux de l'espace. Et bien voilà, on arrête la petite vidéo Siragusa. C'est sympa tout ça, hein. Vous aimez bien, hein. Ouais. On aime ça. Plus, encore, plus. Captain out.